Les médecins venaient tout juste de déclarer le cas de sa mère sans espoir. Le milliardaire avait accepté la défaite, jusqu'à ce que la fille de la gouvernante fasse une promesse impossible. « Monsieur, je peux faire remarcher votre mère. » Robert Desmoulins avait construit des gratte-ciel et négocié des traités, mais il était impuissant à empêcher sa mère de s'éteindre dans une cage dorée. Les meilleurs spécialistes de Paris venaient de refermer leurs mallettes, affirmant que la paralysie causée par l'AVC était permanente et lui conseillant d'accepter la fin. « Rendez-la confortable », avait-il dit. L'espoir était mort dans cette bibliothèque glaciale, jusqu'à ce qu'une fillette de 10 ans en basket bon marché rompe le silence. Elle n'était pas spécialiste. Elle était la fille de la femme de ménage. Pourtant, elle regarda le milliardaire dévasté droit dans les yeux et lui lança un ultimatum glaçant. « Monsieur, je peux faire remarcher votre mère. » Que faire lorsqu'une fillette en robe d'occasion prétend savoir plus que vos médecins hors de prix? Robert Desmoulins avait des milliards en banque, mais il se sentait comme un miséreux dans la chambre de sa mère. L'AVC avait volé la femme qui l'avait élevé, ne laissant derrière lui qu'une coquille silencieuse dans un fauteuil où jadis siégeait une battante. La pluie martelait les grandes fenêtres vitrées du domaine. C'était un mardi gris et glacé de novembre. Dans la bibliothèque, le feu brûlait, mais la pièce semblait polaire. Robert l'homme qui bâtissait des tours et concluait des alliances internationales avait l'air vaincu. Il avait 55 ans, mais ce jour-là, il en paraissait 70. En face de lui se trouvait Marguerite. Autrefois, Marguerite Desmoulins avait été une force de la nature. Elle dirigeait des associations, organisait des galas et avait élevé Robert seul après la mort de son mari. Maintenant, elle était affaissée dans un fauteuil roulant, qui coûtait plus cher que certaines voitures. Ses mains d'ordinaire si expressives reposaient immobiles sur ses genoux. Ses yeux ouverts fixaient une peinture représentant un navire dans une mer déchaînée, mais elle ne la voyait pas vraiment. L'AVC lui avait volé sa voix et l'usage de ses jambes. Le docteur Évrard, spécialiste de la ville, venait de partir. Ses mots flottaient encore, dans l'air lourds et suffocants. Rendez-la confortable, Robert. À son âge, avec un tel niveau d'atrophie, marcher n'est plus un objectif réaliste. L'acceptation est le meilleur remède désormais. L'acceptation. Robert détestait ce mot. Il marcha jusqu'à la cheminée, s'appuya contre le manteau et fixa les flammes. Il se sentait inutile. Toute sa fortune, tout son pouvoir. Et il n'était qu'un fils regardant sa mère disparaître dans une cage dorée. Un léger cliquetis retentit dans le couloir. Robert ne se retourna pas. Il savait qui c'était l'équipe de ménage. Ils venaient le mardi et le vendredi. Des fantômes dans la maison silencieux, efficace, presque invisible. Nadine était la gouvernante en chef, une femme bonne, travailleuse, discrète. Aujourd'hui, elle avait sa fille avec elle, sans doute un jour férié scolaire ou une réunion pédagogique. Robert ne suivait pas ces détails. La petite s'appelait Béatrice. 10 ans, cheveux blonds, attachés en une queue de cheval, pratique robe bleue passée et basket bon marché. Elle était assise sur une petite chaise en bois près de la porte de la bibliothèque, attendant que sa mère finisse de dépoussiérer les étagères. Béatrice ne jouait pas sur un téléphone. Elle ne gigotait pas. Elle avait un gros livre relié, ouvert sur ses genoux anciens, couverture en cuir usé, griffé taché. Et elle le lisait avec l'intensité d'un professeur. Robert se détourna du feu et revint auprès de sa mère. « Maman », dit-il doucement. Marguerite ne cligna pas des yeux. Elle continuait de fixer le navire au mur. « Tu as entendu le docteur Évrard ?» demanda Robert, la voix légèrement brisée. « Il pense qu'on devrait arrêter la thérapie intensive. Il dit que ça te fait plus de mal que de bien. » Silence. Robert s'agenouilla à côté du fauteuil. Il prit sa main froide.
Je ne veux pas abandonner maman, mais je ne veux pas te faire souffrir. » Il posa son front contre sa main. Pour un instant, le grand homme d'affaires lâcha son armure. « Monsieur », la voix était petite, mais elle ne tremblait pas. Robert releva la tête surpris. Il avait oublié la fillette. Béatrice se tenait dans l'embrasure de la porte, le vieux livre serré contre sa poitrine. Ses yeux bleus fixèrent Robert, puis glissèrent vers Marguerite. Nadine, juchée sur une échelle pour dépoussiérer l'étagère du haut, manqua de faire tomber son plumeau. Elle descendit précipitamment, le visage pâle. « Béatrice !» siffla-t-elle. « Chut, retourne sur ta chaise. » Elle se tourna vers Robert, les mains tordant son tablier. « Monsieur Desmoulins, je suis vraiment désolé. Elle sait très bien que cela ne se fait pas. Nous allons disparaître tout de suite. Veuillez lui pardonner. » Robert se leva en redressant sa veste. Il était agacé. C'était un moment intime, un moment douloureux. « Ce n'est rien, Nadine, » dit Robert d'une voix raide. « Emmène-la simplement à la cuisine, s'il te plaît. » Nadine attrapa le bras de Béatrice pour l'éloigner, mais l'enfant ne bougea pas. Elle planta fermement ses pieds sur le tapis perçant. « Monsieur » répéta-t-elle d'une voix plus forte, plus claire. « J'ai entendu le médecin. Il se trompe ?» Robert se figea les yeux plissés. « Pardon » Nadine devint livide. « Béatrice arrête immédiatement. Monsieur Desmoulins, ce n'est qu'une enfant, elle ne veut pas dire. »« Si je le pense, » répondit Béatrice, avançant d'un pas sans regarder sa mère, mais fixant Robert. « Je peux faire marcher votre mère. » La pièce devint totalement silencieuse. Seule la pluie contre les vitres et le feu dans la cheminée brisaient l'air lourd. Robert observa la fillette de 10 ans, attendant une blague, un caprice, une demande d'argent, mais son visage était grave, presque adulte. « Ce n'est pas une chose amusante à dire, » murmura Robert d'un ton dangereux. « C'est cruel. »« Je ne suis pas cruel, » répondit Béatrice en s'approchant jusqu'à 1 mètre du fauteuil. Son regard descendit vers les jambes de Marguerite sous la couverture en laine. « Ses muscles dorment, ils ne sont pas morts. Le médecin traite le corps comme une machine, mais ce n'en est pas une. »« Béatrice, on s'en va. » supplia Nadine, les larmes montantes. Elle attrapa l'épaule de sa fille. « Monsieur Desmoulins, s'il vous plaît, nous partons. »« Attendez, » dit Robert sans savoir pourquoi. Était-ce le désespoir, la confiance étrange dans la posture de l'enfant, ou le vieux livre qu'elle serrait toujours? « Lâchez-la, Nadine. » Nadine hésita, puis lâcha prise, reculant, comme si elle craignait d'être renvoyée. Robert fixa l'enfant. « Tu as 10 ans. Tu es une enfant. L'homme qui vient de partir a 3 diplômes de la Sorbonne. Pourquoi devrais-je t'écouter? » Béatrice leva le lourd livre et l'ouvrit. Les pages jaunies étaient couvertes d'écritures, de schémas de muscles, de nerfs, de tendons, de notes en encre bleue pâlie. « Ma grand-mère était Alice Milhaud, » dit-elle. Robert tressaillit. Le nom lui semblait familier. L'infirmière militaire. Oui, monsieur. Elle a servi dans 3 guerres. Elle dirigeait l'unité de rééducation à l'hôpital des anciens combattants dans les années 70. Elle n'avait pas de machine sophistiquée. Elle avait ses mains et ce livre. Robert observa à nouveau l'ouvrage. Les souvenirs revinrent. Alice Milhaud, légende locale, capable, disait-on, de remettre le dos d'un soldat en place avec une balle de tennis et un sac de sable chaud rude comme du métal, mais avec de la magie au bout des doigts. « Elle est morte l'année dernière, » murmura Béatrice. « Mais elle m'a tout appris avant de partir. Elle m'a appris le protocole. »« Le protocole » demanda Robert. « C'est comme ça qu'elle l'appelait. Elle disait « Les médecins regardent les radios. Moi, je regarde la personne. Le corps oublie comment fonctionner quand il est triste. Votre mère a l'air très triste. » Robert sentit un nœud dans sa gorge, car elle avait raison.
Marguerite ne paraissait pas seulement paralysée, elle semblait brisée. « Et tu crois pouvoir faire ce que le spécialiste n'a pas pu faire ?» demanda-t-il conscient du ridicule apparent de la situation. « Le spécialiste a abandonné, » répondit Béatrice simplement. « Grand-mère Alice n'abandonnait jamais, et elle m'a appris à ne jamais abandonner non plus. » Robert regarda Nadine qui secouait la tête, suppliant silencieusement qu'il ne prenne pas cela au sérieux. Puis il regarda sa mère immobile depuis des mois. Qu'avait-il encore à perdre? Sa dignité. Il l'avait perdue le jour où il avait supplié des médecins pour des miracles qui n'étaient jamais venus. Une fois, dit-il enfin. Une séance, maintenant. Nadine haleta. Monsieur Desmoulins, ce n'est pas raisonnable. Et si elle lui fait mal? Je ne lui ferai pas mal, promit Béatrice en posant le livre sur la table. J'ai besoin de quelque chose, maman le coussin chauffant, dans la voiture 2 serviettes et un peu d'huile d'olive. Nadine regarda Robert qui hocha la tête. Elle partit en courant. Robert s'assit dans le fauteuil en cuir en face de sa mère et observa Béatrice s'approcher de Marguerite. L'enfant ne la toucha pas d'abord. Elle respira lentement, ferma les yeux comme pour prier ou se souvenir, puis les rouvrit. « Bonjour, madame, » dit-elle doucement. « Je m'appelle Béatrice. Je vais vous aider. » Marguerite ne réagit pas. Ses yeux restèrent de fixés sur le tableau. Béatrice s'agenouilla, écarta délicatement la couverture, révélant des jambes fines et fragiles. Elle posa ses petites mains sur les chevilles de Marguerite, sans masser, juste en tenant comme si elle écoutait quelque chose à l'intérieur. Elle resta ainsi un long moment. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Robert, le scepticisme revenant. « J'écoute », répondit Béatrice sans lever les yeux. « Son pouls est faible dans les pieds. Le sang est paresseux. Il lui faut une raison de descendre jusque-là. » Nadine revint essoufflée et lui remit les objets. Béatrice prit l'huile d'olive, en versa un peu dans ses mains et les frotta jusqu'à ce qu'elles soient chaudes, puis commença. Ce n'était pas un massage comme ceux qu'avaient pratiqués les kinésithérapeutes. Elle ne pétrissait pas les muscles. Elle appuyait du pouce sur des points précis, près du genou, puis traçait une ligne le long du tibia avec un rythme régulier. Presser, tenir, relâcher, tracer. Elle fredonnait un air bas ancien, une marche. Non, une berceuse. Robert regardait hypnotisé. L'enfant n'était plus une enfant, mais une technicienne. 10 minutes passèrent, puis 20. La pièce n'était remplie que de la pluie et du doux fredonnement de Béatrice. Robert allait arrêter la séance, prêt à dire « C'est assez, merci d'avoir essayé », car rien ne semblait se produire, seulement une fillette enduisant les jambes d'une vieille femme d'un peu d'huile. C'était touchant, mais futile. Il ouvrit la bouche. « Stop !» gronda une voix rauque. Robert sursauta. La tête de Marguerite avait bougé. Elle ne regardait plus le tableau, mais baissait le menton, fixant Béatrice. « Maman !» souffla Robert. « Tu as dit quelque chose. » Les lèvres sèches de Marguerite s'humidifièrent. Elle regarda son fils les yeux plus vifs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « J'ai dit, » murmura-t-elle, la voix râpeuse comme de la pierre. « Dis à la petite, je le sens. » Le cœur de Robert frappa sa cage thoracique. Sa mère n'avait pas prononcé une phrase claire depuis 6 semaines. Béatrice ne s'arrêta pas, ne sourit même pas. Elle continua de travailler le mollet sans lever les yeux. « Elle sent quelque chose, » dit-elle doucement. Les nerfs se réveillent. Ils sont fâchés parce qu'ils dormaient, mais ils se réveillent. Robert se leva les jambes faibles et se plaça derrière Béatrice. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Béatrice essuya son front avec son bras. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux brillaient. Maintenant, il faut convaincre son cerveau que ses pieds en font encore partie d'elle. « Mais je ne peux pas le faire seul, monsieur. Grand-mère Alice disait que le patient a besoin d'une raison pour bouger.
Vous devez lui en donner une. » Robert regarda sa mère qui l'observait attendant. « Quel genre de raison? »« Un souvenir, » dit Béatrice. Grand-mère demandait aux soldats de penser à leur danse de mariage ou de courir vers la maison. « Qu'aimait-elle faire, monsieur? » Robert réfléchit, fixa le jardin noyé sous la pluie. Elle allait aimer ses rosiers. Elle s'y promenait chaque matin, à 6 heures pour les tailler. Béatrice hocha la tête et posa ses mains sur les plantes de pied de Marguerite. Parlez-lui des roses, exactement de leur odeur, des épines, de l'herbe sous ses chaussures. Robert se sentit ridicule, mais les yeux de sa mère attendaient. Il s'éclaircit la voix. « Maman, tu te souviens des rosiers jaunes, ceux au mur sud? » Béatrice appuya dans la voûte plantaire. « Décrivez-les, » souffla-t-elle. « Ils sentent le citron et le miel, » dit Robert, la voix gagnant en force. « Et il y a toujours de la rosée le matin. Tes chaussures devenaient trempées. Tu détestais ça. » Les paupières de Marguerite frémirent. Son gros orteil gauche bougea presque imperceptible. Béatrice le vit. Robert aussi. « Encore !» ordonna Béatrice. « Faites-la marcher dans le jardin. » Pendant 1 heure, le milliardaire décrivit une promenade imaginaire, tandis que la fille de la gouvernante manipulait les muscles de la femme qui autrefois dirigeait la région. Quand Béatrice se redressa, enfin s'essuyant les mains, Marguerite était épuisée, mais ne fixait plus le mur. Elle dormait profondément, la respiration régulière et chaude. Robert regarda Béatrice ranger ses affaires. Elle remit l'huile dans son sac, replia les serviettes, reprit le lourd livre. « Nous devons partir, » murmura Nadine en saisissant la main de sa fille. « Merci, monsieur Desmoulins, vraiment pardonnez-nous pour le dérangement. »« Demain, » dit Robert. Nadine s'immobilisa. « Monsieur, demain, » répéta-t-il en fixant Béatrice. « Peux-tu revenir même heure? » Béatrice regarda sa mère, puis le milliardaire, et hocha simplement la tête. « Oui, monsieur, mais elle sera courbaturée. Elle doit boire beaucoup d'eau ce soir. »« Je m'en occupe, » dit Robert. Il les observa quitter la bibliothèque, la gouvernante et la petite fille à la queue de cheval blonde, disparaissant sous la pluie. Puis, il se tourna vers sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, le silence de la pièce ne pesait plus. Le silence qui suivit ressemblait à celui d'un lever de soleil. Robert sortit son téléphone, appela son assistant. « Annule mes réunions de demain après-midi. » Toute monsieur m'aime la discussion sur la fusion. « Toute, » répondit-il. « J'ai un rendez-vous à la bibliothèque. » Il raccrocha et regarda l'endroit du tapis où Béatrice s'était agenouillée. Il ne savait pas si c'était un miracle ou un hasard, mais pour la première fois en 6 mois, sa mère avait parlé. Et pour la première fois depuis une éternité, Robert Desmoulins ressentit quelque chose de dangereux l'espoir. La bibliothèque ne sentait plus le cirage au citron et la poussière. Elle sentait maintenant le camphre, le riz chauffé et l'huile d'olive. 3 semaines passèrent depuis ce mardi pluvieux. Chaque après-midi, à 16 heures, comme une horloge, les lourdes portes en chêne s'ouvraient. Béatrice entrait son sac sur une épaule, le vieux livre en cuir sous le bras. Nadine suivait avec un plateau d'eau tiède et de serviettes fraîches, le visage partagé entre la fierté et la peur. Ils avaient un rythme. Et Robert aussi en faisait partie désormais, le milliardaire qui passait autrefois ses après-midi à hausser la voix contre des PDG à Tokyo ou Londres, s'asseyait maintenant sur un petit ottoman, en velours veste, posé sur une chaise manche retroussée. « Tenez la cheville, monsieur », disait Béatrice. Robert obéissait. Il soutenait le talon de sa mère fragile, comme un os d'oiseau, mais bien plus chaud qu'1 mois plus tôt. « Elle se bat aujourd'hui », commenta Béatrice, concentrée sur le mollet de Marguerite. « Les muscles sont tendus. Ils se souviennent de la colère. » Marguerite était éveillée les yeux clairs.
observant le travail de la fillette. Elle parlait peu, quelques mots à peine, mais son visage n'était plus figé. Elle avait des expressions. En cet instant, elle avait l'air contrarié. De la colère, demanda Robert. Grand-mère Alice disait « Le corps garde tout ce qu'on ne dit pas », expliqua Béatrice en trempant ses mains dans l'eau tiède, puis en les frottant pour créer de la chaleur. Les soldats qui ont vu des horreurs, leurs jambes devenaient du béton, pas à cause d'une balle, mais parce qu'ils ne voulaient pas retourner dans le combat ou rentrer chez eux pour affronter le silence. Elle travailla sur le tibia avec le talon de sa main, en geste roulé. Votre mère est en colère d'être coincée. Ses jambes sont en grève. Il faut négocier. Robert eut un rire bref. J'ai négocié des fusions à plusieurs milliards. Je ne pensais pas négocier avec un tibia. C'est plus difficile, répondit Béatrice. Les tibias ne se soucient pas de l'argent. Elle posa ensuite sa paume sur le genou de Marguerite. Parlez-lui de la maison du lac, murmura-t-elle. Robert s'éclaircit la gorge. C'était une partie essentielle du protocole. La cartographie. Les nerfs avaient besoin d'une destination. Maman, tu te souviens du ponton au lac d'Annecy? Le bois était brûlant en juillet. Tu t'asseyais au bord pour tremper tes pieds dans l'eau glacée, tellement froide qu'elle te faisait claquer des dents. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent un peu, elle s'en souvenait. « Cherche l'eau », ordonna doucement Béatrice. « Trouve-la. » Robert fixa le pied de sa mère, immobile sur le repose-pied. « Allez, maman, juste un pas, juste toucher l'eau. » Une longue minute passa. L'horloge ancienne résonnait, le vent secouait les vitres, puis le gros orteil de son pied droit se courba. Lentement, délibérément, comme un doigt qui appelle. « Je l'ai vue », s'exclama Robert. « Elle a trouvé l'eau », dit Béatrice, un léger sourire, apparaissant sans célébrer, sans applaudissements, juste un hochement professionnel comme un mécanicien satisfait de son ajustement. « Bien, maintenant on se repose. » Elle couvrit les jambes de Marguerite avec les serviettes chaudes. Robert s'effondra dans son fauteuil, essuyant son front. Il était plus épuisé qu'après une réunion du conseil. « Tu es incroyable, Béatrice. » « Je ne fais que suivre la carte. Grand-mère a fait le travail difficile. »« Parle-moi d'elle, » demanda Robert. Béatrice leva les yeux. Elle était petite, plus petite que moi, mais elle pouvait soulever un homme adulte. Elle sentait le menthol et l'alcool médical. Elle avait une cicatrice au bras, à cause d'un éclat d'obus. En Indochine, elle avait l'air dur. Elle l'était, dit Béatrice, mais elle pleurait beaucoup la nuit. Elle pensait que je dormais. Elle disait que le plus dur dans la guérison, ce n'était pas le sang. C'était quand les gens abandonnaient. Elle disait que la plupart des gens meurent longtemps avant que leur cœur s'arrête vraiment, parce qu'ils décident simplement de s'asseoir et d'y rester. Robert regarda sa mère. Avait-elle décidé de s'asseoir? Et lui, l'y avait-il laissé? Grand-mère disait, continua Béatrice en refermant doucement le livre. Il faut leur donner une raison de se relever qui soit plus grande que la raison de rester assis, conclut doucement Béatrice. À cet instant, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. Ce n'était pas Nadine. Robert se retourna, s'attendant à voir un domestique avec du thé. À la place, un homme en costume gris anthracite entra portant une mallette médicale en cuir. Grands cheveux argentés, une autorité froide et coûteuse dans chacun de ses gestes, le docteur Évrard. Derrière lui se tenait la sœur de Robert Clair, arrivée de Paris, sans prévenir, horrifiée par la scène. « Robert », lança-t-elle la voix résonnant dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Robert se leva brusquement, se plaçant instinctivement devant Béatrice. « Claire, je ne savais pas que tu venais. »« Évidemment, » répliqua-t-elle sèchement,
avançant d'un pas, ses talons claquant sur le parquet. Elle montra du doigt le bol d'eau, les serviettes, la fille de la gouvernante assise au sol. « J'ai appelé le docteur Évrard parce que tu ne répondais plus à ses mails. Il m'a dit que tu avais annulé la revue mensuelle. » Le médecin ajusta ses lunettes et regarda Béatrice de haut. « Monsieur Desmoulins, dit-il d'un ton lisse et condescendant. J'étais inquiet. Quand un patient se retire des soins standards, c'est souvent un signe de détresse. Je vois que vous avez trouvé une alternative. » Il prononça le mot comme s'il s'agissait de sorcellerie. « Nous faisons des progrès, » répondit fermement Robert. « Plus qu'en 6 mois avec vous. » Le docteur poussa un long soupir agacé. « Robert, s'il te plaît, je sais que tu pleures la femme qu'elle était, mais ça... » Il désigna Béatrice. « C'est une enfant. Et regardez le matériel eau tiède, huile d'olive. C'est médiéval. » « Elle a bougé son orteil, » répondit Robert. « Sur commande. » Des spasmes, balaya Évrard. Des charges nerveuses involontaires, courantes dans les cas d'atrophie. Ça donne de faux espoirs aux familles. C'est cruel. Il planta son regard dans celui de Béatrice. « Jeune fille, tu ne devrais pas être ici. Tu pratiques la médecine sans licence. Tu sais que ta mère pourrait avoir de sérieux ennuis. » Béatrice se leva, serrant le livre contre elle, minuscule face au médecin, mais sans reculer. « Je ne pratique pas la médecine, » dit-elle calmement. « Ah oui, et comment appelles-tu ça ?» demanda Évrard. « Je lui rappelle qu'elle est vivante, » répondit Béatrice. Claire leva les yeux au ciel. « Par pitié, Robert, c'est de la folie. Tu engages la fille de la gouvernante pour faire la guérisseuse. Tu te rends compte de ce que ça donne si le conseil d'administration apprend que tu remplaces la médecine par du vaudou. »« Ce n'est pas du vaudou, » gronda Robert. « Elle s'appelle Béatrice. Sa grand-mère était Alice Milot. » Le nom fit tressaillir Évrard. « Ah, Milot, l'infirmière militaire de l'hôpital des anciens combattants. Vous la connaissiez? » Je connaissais sa réputation, corrigea le médecin avec froideur. Une légende, oui, mais aussi connue pour ses méthodes, peu orthodoxes. Et ce n'était pas une doctoresse, mais une infirmière. Une infirmière qui refusait d'accepter qu'un cas soit fermé. Elle faisait marcher les gens, insista Béatrice d'une voix tremblante, mais résolue. Elle a fait marcher Monsieur Henriot, 10 ans en fauteuil. Elle l'a remis debout. Anecdote, balaya Évrard. Histoire de campagne. Bon, je suis ici pour faire une évaluation. Je dois vérifier ses constantes et l'avancement de la dégénérescence musculaire. Veuillez évacuer la pièce. Robert regarda Béatrice. L'enfant tremblait maintenant, l'autorité, les mots compliqués, la menace envers sa mère, tout pesait sur elle. « Va à la cuisine, Béatrice, » dit-il doucement. « Mais monsieur, » murmura-t-elle, « nous n'avons pas fini. Il faut faire les étirements de refroidissement. Sinon ses tendons vont se rétracter comme des élastiques. Elle aura mal demain. »« J'ai dit va !» hurla Claire. Béatrice sursauta, attrapa son sac et courut hors de la pièce. Robert ressentit une montée de colère qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Ne crie plus jamais dans cette maison, Claire. »« Quelqu'un doit être l'adulte ici, » répondit-elle en croisant les bras. « Tu perds la tête. Maman est partie. Elle est partie depuis l'AVC. Tu joues juste avec un cadavre. »« Dehors, » dit Robert. « Quoi, dehors, tous les deux ?»« Robert, soyons raisonnables, » intervint le docteur Évrard en s'approchant du fauteuil roulant. « J'ai un devoir de soin envers madame. Je ne peux pas partir sans l'examiner. Si vous refusez, je serai obligé de signaler que vous faites obstruction aux soins médicaux, ce qui a des implications légales sur votre procuration. » C'était une menace polie, mais une menace. Robert serra la mâchoire, puis regarda sa mère. Marguerite fixait le médecin, les yeux plissés la bouche, cherchant des mots. « Très bien, » dit-il d'une voix lasse. « Examinez-la. »
Il s'éloigna vers la fenêtre, observant le ciel gris, se sentant comme un traître. Derrière lui, il entendit la mallette du docteur s'ouvrir, le cliquetis du métal, le froissement du papier stérile. « Bonjour, Madame Desmoulins », lança Évrard d'une voix trop forte, comme à quelqu'un de sourd. Il parlait comme on parle aux sourds ou aux simples d'esprit. « Je vais juste bouger un peu vos jambes. Dites-moi si ça fait mal. »« Ah, pardon, vous ne pouvez pas me le dire. »« Bon, je serai doux. » Robert tressaillit. « Elle t'entend, pensa-t-il. Elle comprend tout. » Évrard marmonna, raideur importante. Les articulations se figent. « Claire, regarde. L'amplitude est pire que la dernière fois. Je te l'avais dit. »« Il empire son état, » chuchota Claire. « Ce n'est pas pire, » protesta Robert en se retournant. « Elle était souple avant votre arrivée. Elle était chaude. Vous êtes entré ici avec votre pessimisme glacial et elle s'est refermée. La physiologie ne réagit pas aux vibrations, » répondit sèchement Évrard. Il prit le marteau réflexe et tapa sur le genou de Marguerite. Rien. Il tapa plus fort. Toujours rien. Vous voyez zéro réflexe. Les voix sont mortes, Robert. Le mouvement que vous avez vu était un spasme fantôme. C'est terminé. Arrêtez de tourmenter cet enfant et d'acharner votre mère. Remettez-la sous soins palliatifs. Gardez-la sédatée. Gardez-la confortable. Marguerite émit un grognement guttural. « Ah va, maman », dit Claire en lui tapotant l'épaule de façon condescendante. « On sait que c'est difficile. » Mais la main gauche de Marguerite se leva soudain du fauteuil tremblante violente et se tendit non pas vers Claire, mais vers la porte où Béatrice avait fui. « Elle veut la petite », dit Robert. « Elle veut de l'eau », corrigea Évrard. « Non », répondit Robert, avançant vers eux. Il fixa le médecin et sa sœur élégante. « C'est fini. Rangez vos affaires. Robert, j'ai dit rangez. » La colère explosa dans sa voix, résonnant contre le bois à cajou. Vous avez regardé son dossier, vous avez regardé ses réflexes. Mais vous ne l'avez pas regardée. Vous parlez d'elle comme d'un meuble. Il désigna la porte. Dehors, maintenant. Le docteur Évrard claqua sa mallette rouge de colère. « Je ferai un signalement, monsieur Desmoulins. C'est de la négligence. »« Faites donc, » répondit Robert. Claire attrapa son sac. « Tu fais une énorme erreur, Bobby. Quand elle se blessera, ce sera ta faute. » Ils partirent, les lourdes portes se refermant dans un fracas qui chassa le peu d'espoir restant. Le camphre fut balayé par l'odeur du parfum du docteur et celle de la peur. Robert rejoignit sa mère. Elle semblait épuisée, l'éclat de ses yeux s'était éteint. Elle redevint petite fragile. « Je suis désolé, maman, » murmura-t-il, « tellement désolé. » Il resta longtemps ainsi, tenant sa main le doute, l'envahissant comme une brume froide. Et si Évrard avait raison, était-il juste un fils endeuillé, s'accrochant à un conte de fées soufflé par une fillette de 10 ans? Était-il en train de lui faire du mal? La porte grinça. Robert ne leva pas les yeux. « J'ai dit que je voulais être seul. »« J'avais oublié mon livre, » répondit une petite voix. C'était Béatrice. Elle entra discrètement, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle récupéra le journal en cuir, le serra contre elle, puis regarda Robert et Marguerite. « Elle va bien ?» demanda-t-elle. « Le docteur dit qu'elle empire », répondit Robert lourdement. « Il dit que les voies évaises nerveuses sont mortes. » Béatrice regarda les jambes de Marguerite, puis leva vers Robert un regard si vif qu'il en eut un frisson. « Les médecins cherchent des routes, dit-elle. Grand-mère disait, quand la route est détruite, on construit un pont, et nous n'avons pas fini de construire le pont. Ils vont essayer de nous arrêter, Béatrice, dit Robert. Ils ont des avocats, ils ont des tribunaux. Et vous,
Vous avez des avocats, demanda la petite. Robert cligna des yeux. Un sourire lent se dessina sur son visage. Oui, oui, j'ai des avocats, toute une armée. Bien, dit Béatrice. Elle reposa le livre sur la table. Elle ne partit pas. Elle remonta ses manches. On n'a pas fait la détente. Si on ne la fait pas, elle aura mal demain. Elle se plaça près du fauteuil roulant, posa ses mains sur les chevilles de Marguerite. « Je suis désolée pour le monsieur méchant, » murmura-t-elle. « Il est parti. Il n'y a plus que nous. On termine. » Robert les observa. Le doute n'avait pas disparu, mais il s'était reculé quelque part dans l'ombre. Il comprit alors que le conflit n'était pas médical, c'était une question de contrôle. Le docteur Évrard voulait contrôler le déclin. Béatrice voulait réveiller le combat. Robert retira sa veste, desserra sa cravate, s'assit à nouveau sur l'ottoman. « Qu'est-ce que je fais » demanda-t-il. « Tenez-lui la main » dit Béatrice. « Et reparlez-lui des roses. Le monsieur méchant lui a fait oublier leur odeur. » Novembre devint décembre. La pluie devint neige. Le domaine habituellement calme vibrait maintenant d'une énergie étrange, pas encore de la joie, mais une tension de bataille. La bibliothèque avait changé. Les tapis persans avaient été roulés et repoussés contre le mur. À leur place, 2 lourdes chaises en bois dos à dos. Elles juraient parmi les livres en cuir et les tableaux, mais elles étaient devenues des outils. Béatrice avait l'air épuisée. 10 ans, mais déjà des cernes sous les yeux. Chaque jour, après l'école, Béatrice venait à la maison. Elle travaillait les jambes de Marguerite pendant 2 heures, puis faisait ses devoirs à la table de la cuisine, pendant que sa mère Nadine terminait le ménage. Un jeudi, Robert entra dans la bibliothèque et trouva Béatrice assise par terre en train de frotter ses poignets. « Ça va ?» demanda-t-il. Béatrice sursauta. « Oui, monsieur, ça va. »« Tes mains te font mal ?» observa Robert. « Grand-mère Alice disait que celui qui soigne prend toujours un peu de la douleur, » répondit Béatrice en cachant ses mains derrière son dos. « C'est juste un transfert. Ça passe. » Robert ressentit une pointe de culpabilité. Il était milliardaire, il pouvait acheter un hôpital entier. Et pourtant, c'était une enfant en basket usée qui absorbait la douleur de sa famille. « On peut faire une pause aujourd'hui » proposa Robert. « Non » répondit fermement Béatrice. « Les muscles ont une mémoire courte. Si on saute un jour, ils oublient une semaine. » Elle se tourna vers Marguerite. « Prête, madame. » Marguerite acquiesça. Elle avait changé, elle n'était plus simplement passagère dans son propre corps, elle en devenait participante. Elle avait repris un peu de poids, son teint était meilleur, mais elle ne s'était toujours pas levée. Aujourd'hui, elles allaient essayer. Béatrice plaça le fauteuil roulant entre les 2 lourdes chaises en bois. « Très bien, » dit-elle d'une voix de sergent instructeur. « On a pratiqué l'inclinaison. Maintenant, on fait la levée. » Nadine, debout près de la porte, se rongeait les ongles. « Béatrice fait attention. Si elle tombe... » « Elle ne tombera pas, » assura la fillette. « Monsieur Desmoulins est le soutien. » Robert se plaça derrière le fauteuil et posa ses mains sur la taille de sa mère. Il sentait son tremblement. « Maman, » murmura-t-il, « tu n'es pas obligée si tu as peur. » Marguerite tourna la tête et sa voix encore rauque, mais plus forte qu'autrefois, répondit « J'ai peur, mais j'en ai assez d'être assise. » Béatrice se posta devant elle, posa ses mains sur ses genoux. À 3, poussez sur les chaises, la tête haute. Regardez-moi, pas vos pieds savent de quoi faire. 1. La pièce devint silencieuse. 2. Robert raffermit sa prise. 3 debout. Marguerite grogna, abattit ses mains sur les chaises, ses bras tremblaient violemment. Elle propulsa son corps vers l'avant. Ses hanches se soulevèrent d'1 centimètre, puis de 2. « Poussez !» cria Béatrice. « Repoussez le sol !»
Le visage de Marguerite vira au rouge, ses veines saillirent dans son cou. Un grognement d'effort brut s'échappa d'elle. Ses jambes se redressèrent un peu. Elle y arrivait. Elle portait du poids. Puis son genou gauche céda. Robert cria, la rattrapa et la ramena brutalement dans le fauteuil. Marguerite retomba haletante, la tête penchée, les yeux roulant légèrement en arrière. « Maman !» appela Robert. Il prit son poignet, son pouls battait comme un oiseau affolé. Elle s'évanouit. Nadine de l'eau et le téléphone. La panique éclata. Nadine partit en courant. Robert chercha son mobile, les mains tremblantes. Le doute revint glacé, tranchant. Évrard avait raison. Je la tue. Je pousse une vieille femme à la mort. Arrêtez. La voix ne venait pas de Nadine. C'était Béatrice. Elle grimpa sur les repose-pieds du fauteuil et prit le visage de Marguerite entre ses petites mains. « Respirez, madame, » dit-elle doucement. « Par le nez, par la bouche. Regardez-moi. Vous êtes juste étourdi. C'est le sang qui redescend. C'est la gravité. N'ayez pas peur de la gravité. » Robert garda le téléphone levé, le pouce au-dessus du bouton d'urgence, mais il n'appuya pas. Béatrice fixait Marguerite, respirant fort, pour l'obliger à caler son souffle sur le sien. Coloration-focalisation. Lentement, le regard de Marguerite retrouva sa netteté. La panique s'évanouit. « Elle va bien », dit Béatrice en redescendant du fauteuil. « Rangez votre téléphone, monsieur. Si vous appelez les secours, ils l'emmèneront, et ils ne la ramèneront pas. » Robert baissa l'appareil. Il se sentait lui-même étourdi. « Elle a failli s'écrouler. Béatrice, elle est une athlète maintenant, » répondit la petite. « Les athlètes tombent, les athlètes tournent de l'œil. Grand-mère Alice disait « Si tu ne tombes jamais, c'est que tu n'essaies pas assez. » Robert regarda sa mère. Marguerite essuyait la sueur de son front, la main tremblante. « Maman, on arrête. » Marguerite regarda les deux chaises, puis ses jambes, puis l'enfant. « Non, » murmura-t-elle. Robert se figea. « Non, encore. Encore, » dit-elle d'une voix dure. Ce n'était plus la femme brisée, c'était l'ancienne Marguerite, celle qui dirigeait des salles de réunion et ne prenait jamais non pour réponse. Béatrice sourit la première fois de la journée. « Très bien, » dit-elle. « Grande inspiration. On recommence. L'esprit avant le muscle. » Ils se remirent en position. Robert mort de peur, mais honteux d'être moins courageux que sa propre mère. 1, 2, 3. Marguerite poussa Robert, souleva Béatrice, encouragea ses genoux. Et Marguerite monta. Elle quitta le siège. Elle bloqua ses coudes. Et puis, pour la première fois en 6 mois, Marguerite Desmoulins se tint debout. Elle ne marchait pas. Elle s'appuyait lourdement sur les chaises, les jointures blanchies, les jambes tremblantes, comme des feuilles en pleine tempête. Mais elle était verticale. « Tenez, 10 secondes, » murmura Béatrice. « Comptez avec moi. »« 1, » articula Robert, la voix brisée, les larmes coulant sur ses joues. Il ne pouvait pas les essuyer, il la tenait. « 2, » souffla Nadine depuis l'entrée, les mains devant la bouche. « 3, 4, 5. » Marguerite leva les yeux. Elle regarda le tableau du navire accroché au mur. Elle le voyait à hauteur d'yeux, pas d'en bas. À hauteur d'yeux. « 6, 7. Je suis debout, » haleta Marguerite. « 8, 9. Descendez, » ordonna doucement Béatrice. « Contrôlez la descente. » Ils la reposèrent dans le fauteuil. Marguerite expira longuement, ferma les yeux. Une larme glissa entre les gouttes de sueur. « Je me suis levée, » murmura-t-elle. « Tu t'es levée, » dit Robert en embrassant le sommet de sa tête. « Tu l'as fait. » Béatrice tomba assise par terre, essuya son front du revers de la manche, épuisée, mais victorieuse. « La semaine prochaine, » dit-elle en reprenant son souffle.
on fait un pas. Les nouvelles se répandent moins vite dans une petite ville, mais encore plus vite dans le monde de la haute société. Une semaine avant Noël, une enveloppe crème épaisse arriva. Elle n'était pas adressée à Robert, mais à Marguerite. Robert l'ouvrit dans la cuisine. Béatrice mangeait un sandwich au beurre de cacahuète que Nadine lui avait préparé. Elle faisait une pause avant la séance de l'après-midi. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Robert lut la carte, la mâchoire serrée. « C'est le gala de la Fondation, » dit-il. « Mon père l'a créé, la plus grande soirée de l'année pour l'entreprise. Les investisseurs observent tout. » Il jeta la carte sur la table. « C'est Claire qui l'a envoyée. Elle organise cette année. » Il prit le mot manuscrit, accroché derrière. Robert, les rumeurs deviennent incontrôlables. Les actionnaires disent que maman est incapable, ou pire, elle doit apparaître. J'ai prévu un espace privé. Elle pourra rester dans son fauteuil, saluer, sourire, puis partir. Si elle ne vient pas, le conseil lancera un vote de défiance contre toi en tant que mandataire. Ne sois pas têtue, Claire. Ils veulent en faire un accessoire, dit Robert avec amertume. La montrer vivante, puis la ramener. C'est quand? Demanda Béatrice. Le soir de Noël, dans 2 semaines. 2 semaines, répéta Béatrice. Elle regarda son sandwich, en prit une bouchée réfléchie. On ne peut pas y aller, dit Robert. Elle n'est pas prête pour une foule. Et je ne les laisserai pas l'exhiber dans ce fauteuil comme une infirme. Ça lui briserait l'esprit. Elle ne doit pas y aller dans le fauteuil, répliqua Béatrice. Robert la fixa. Béatrice, elle a tenu 10 secondes hier. Elle ne peut pas marcher dans une salle de bal. Elle ne peut pas marcher loin, corrigea Béatrice. Mais elle n'a pas besoin d'aller loin. Quelle distance entre la porte et l'estrade? Peut-être 6 mètres, répondit Robert. 6 mètres, dis pas. 12 si elle les fait petits. Béatrice, non. Si elle tombe devant tout le monde. Elle ne tombera pas, assura la fillette. Elle posa son sandwich. Grand-mère Alice a préparé un soldat pour une cérémonie une fois. Il n'avait plus de genoux. Elle l'a soutenu, il a traversé la scène, a salué et s'est effondré en coulisses. Personne ne l'a vu tomber. Ils ont seulement vu un homme marcher. « Pourquoi pousser jusque-là » demanda Robert. « Parce qu'elle est fière, monsieur, » dit Béatrice. « C'est vous qui me l'avez dit. C'est une femme fière. Si elle arrive en fauteuil, elle se sentira petite. Si elle marche même un peu, elle gagne. Vous gagnez. Et le mauvais docteur perd. » Robert regarda l'invitation. Il imagina la scène Évrard suffisant. Claire gérant l'image d'une invalidité, le regard de pitié de ses concurrents. Puis il imagina sa mère, le feu revenu dans ses yeux. Il quitta la cuisine pour la bibliothèque. Marguerite lisait un magazine qu'elle tenait elle-même. « Maman, » dit Robert, « Claire veut que tu viennes au gala. » Marguerite se raidit. Elle abaissa le magazine. « Non, » dit-elle nettement. « Pas de fauteuil. Pas en public. Et si tu n'utilisais pas le fauteuil, » proposa Robert. Marguerite le fixa. « Robert, Béatrice pense que tu peux faire 6 mètres. On peut s'entraîner juste pour ce trajet jusqu'au podium. » Marguerite regarda ses jambes, puis le déambulateur qu'elles avaient commencé à utiliser la veille. « Juste pour 6 mètres, ce sera la chose la plus difficile que tu aies jamais faite, » dit Robert. « Ça fera mal. Tu pourrais échouer. » Marguerite serra la mâchoire. L'acier était revenu. « Appelle Claire, » dit-elle. « Dis-lui que je viens. Et dis-lui de me garder une danse. » Les 14 jours suivants furent un enfer. Il n'y avait pas d'autre mot. La bibliothèque devint un camp d'entraînement. Béatrice était implacable. Elle ne fut plus la gentille fille au livre, mais une instructrice sévère. Encore. « Levez. Regardez devant. Si vous regardez vos pieds, vous tombez. Regardez l'horizon. » Marguerite pleurait, hurlait de frustration.
Elle lança même une serviette à Robert un jour, mais elle n'abandonna jamais. Béatrice était là à chaque étape. Elle mesurait la distance, traçait 6 mètres sur le tapis de la bibliothèque avec du ruban adhésif. « Voici la scène », disait-elle. « Tu commences ici. Le podium est là. Robert est à ta gauche. Une canne dans ta main droite, pas un déambulateur. Les déambulateurs font malade. Une canne fait élégante. » Elle s'entraînait jusqu'à ce que les jambes de Marguerite tremblent tellement qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Alors, elle mettait de la glace. Puis, elle recommençait. 3 jours avant le gala, la catastrophe frappa Marguerite. Se réveilla avec une cheville enflée. Pas une fracture, mais une inflammation sévère. « On a trop poussé », dit Béatrice en examinant la rougeur. « C'est fini », dit Robert en se prenant la tête. « On ne pourra pas. »« Ah, si on peut », répondit Béatrice. Elle ouvrit le livre de sa grand-mère. « On change juste de stratégie, plus de marche. Repos-glace, élévation, compression. On économise chaque goutte d'énergie pour la soirée. »« Elle n'aura pas la force, » protesta Robert. « Elle l'aura, » répliqua Béatrice. « Les muscles n'oublient pas en 3 jours. Maintenant, ce qui lui manque, c'est d'y croire. C'est le carburant. » Elle se tourna vers Marguerite. « Madame, vous allez vous reposer 3 jours. Vous visualiserez la marche chaque pas dans votre esprit. Vous pouvez faire ça. » Marguerite hocha la tête. Elle regarda sa cheville, puis son fils. « Prépare ma robe, » dit-elle. La veille de Noël apporta un vent glacé, mais à l'intérieur du grand ballroom du grand hôtel, l'air était lourd de parfums et de murmures feutrés. L'élite de la ville, banquiers, politiciens, vieille famille, bruissait doucement. Claire se tenait près de l'entrée, la robe rouge soyeuse, mais la nervosité évidente. À côté d'elle, le docteur Évrard sirotait du champagne, l'air détendu d'un homme certain d'avoir déjà gagné. « Elle ne viendra pas, » dit-il d'un ton suave. Robert est têtu, mais pas cruel. Il ne lui fera pas subir ça. Il a promis, murmura Claire. Et si elle arrive, ce sera en fauteuil, répondit Évrard. Prépare-toi à expliquer au conseil pourquoi la matriarche est invalide. À cet instant, les grandes portes s'ouvrirent. Le murmure ne cessa pas d'un coup. Il mourut comme une vague, jusqu'à ce que le silence soit total. Robert Desmoulins se tenait dans l'encadrement smoking impeccable mâchoire de granit. À côté de lui, il n'y avait pas de fauteuil. À côté de lui se tenait Marguerite. Elle portait du velours bleu nuit jusqu'au sol. À ses pieds, des chaussures plates solides. Dans sa main droite, une canne à pommeau d'argent qu'elle serrait de toutes ses forces. Son bras gauche était accroché à celui de son fils. « Oh mon Dieu !» souffla Claire. Le verre du docteur Évrard glissa de ses doigts et éclata sur le marbre. Il ne le remarqua même pas. Il fixait l'impossible. « Prête, maman », murmura Robert. Il sentait son corps vibrer contre le sien, comme une corde de violon sur le point de rompre. « Prête », souffla Marguerite. Ils firent le premier pas. Ce n'était pas gracieux. C'était un combat contre la gravité. Marguerite jeta sa hanche droite en avant, planta la canne dans un claque sec, puis tira sa jambe gauche derrière elle. Elle buta contre le tapis épais. La salle retint son souffle. « Je t'ai, » murmura Robert. « Trouve le rythme. Ne regarde pas tes pieds. Regarde l'horizon. » La voix de Béatrice résonnait en elle. Marguerite leva le menton et fixa le podium. 6 mètres, qui semblaient 60. La sueur perlait sur son front, sa cheville en feu. Mais le silence la poussait, ils assistaient à une résurrection. À mi-chemin, son genou gauche se mit à trembler la jambe machine à coudre, comme disait Béatrice. « Robert, j'y arrive pas. » Elle chancela.
La panique monta. « Regarde, Évrard, » murmura Robert d'un ton féroce. « Ne le laisse pas avoir raison. » Marguerite tourna la tête. Elle vit le médecin, terrifié. Pas devant une patiente, devant un miracle qui rendait ses certitudes obsolètes. Puis elle vit derrière lui, dans l'ombre du couloir, Béatrice. La fillette leva un petit poing. Marguerite serra les dents. Un grondement monta de sa gorge. Elle planta la canne, avança, puis un autre pas. Le rythme revint. Ils atteignirent le podna, le podium. Robert l'aida à monter la marche unique. Elle agrippa le bois comme une bouée chancelante, mais debout. Elle se pencha vers le micro. « Bonsoir, » dit Marguerite. Sa voix était rauque, mais d'acier. La salle explosa. Ce n'étaient pas des applaudissements, c'était un rugissement. Claire sanglotait. Le docteur Évrard avait disparu dans la foule. Marguerite ne fit pas de discours, elle n'en avait pas le souffle. Elle sourit seulement le sourire d'une guerrière victorieuse et hocha la tête. Robert regarda sa mère, puis la porte Béatrice avait disparu. Ils ne restèrent pas pour le dîner. L'effort avait vidé Marguerite. Quand ils revinrent au domaine, elle dormait déjà. Robert la porta jusqu'au lit, retira ses chaussures, l'aborda. Puis il descendit à la cuisine. Nadine et Béatrice l'attendaient. Béatrice, assise devant un chocolat chaud, avait retrouvé son air d'enfant. Robert s'assit en face d'elle. « Elle l'a fait, » dit-il. « Elle a marché tout le trajet. »« Je savais qu'elle le ferait, » répondit Béatrice en soufflant sur sa tasse. Évrard avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Il en a vu un, » dit-elle doucement. « Il a vu la femme qu'il avait abandonnée. » Robert sortit son chéquier et son stylo en or. Il les posa sur la table. « Béatrice, » dit-il, « je veux t'offrir quelque chose. Choisis, je peux payer tes études, financer un service hospitalier au nom de ta grand-mère. » Nadine se retourna les yeux agrandis. Béatrice regarda le chéquier sans le toucher. « Je ne veux pas d'argent, » dit-elle. « Béatrice, sois raisonnable, » insista Robert. « Tu as accompli l'impossible. Tu mérites une récompense. »« Je ne l'ai pas fait pour une récompense, » répondit Béatrice. « Et je ne l'ai pas fait seule. Grand-mère Alice m'a aidée. » Elle sortit de son sac le vieux carnet en cuir et le poussa vers Robert. « Lis la dernière page. » Robert ouvrit. L'écriture tremblait. 12 mars. Je m'inquiète pour le petit Desmoulins. Robert, je l'ai vu dans le journal aujourd'hui. Son père. Monsieur Desmoulins a été le seul à me rendre visite quand je suis rentré du Vietnam. Il s'en fichait que je ne sois qu'une infirmière. Il m'a apporté des fleurs. Il m'a dit « Alice, si jamais ma famille a des ennuis, tu les aideras. Promets-le-moi. » J'ai promis. Béatrice, si tu lis ceci, tiens la promesse. Robert fixa la page. Son père, l'homme impitoyable, avait rendu visite à une infirmière du VA. Il ne l'avait jamais su. Elle m'a raconté cette histoire, dit Béatrice. Elle disait, ton père était le seul à me traiter comme un héros. Donc je devais venir. Ce n'était pas un travail, c'était une promesse. Robert referma le livre. Il pleura pour la douleur de sa mère, la gentillesse secrète de son père et l'honneur de cette petite fille. Il rangea le chéquier. Il essuya ses yeux, regarda Nadine, puis Béatrice. « Je ne peux pas te payer pour une promesse, » dit-il. « Mais un soldat a besoin d'une base et d'un avenir. » Il sortit une grande enveloppe en kraft et la posa sur la table. Nadine blêmit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « L'acte du cottage au bout du domaine, » répondit Robert. « Celui avec le grand jardin. Il est à vous. Payez. Et les taxes pour la vie. » Nadine porta les mains à sa bouche. Robert continua à tourner vers Béatrice. À l'intérieur, il y a un document de fiducie, une bourse d'études,
Médecine, école d'infirmière, ce que tu veux. C'est déjà à ton nom. Tu ne peux pas le rendre. Béatrice fronça les sourcils. Mais monsieur, grand-mère Alice a promis à votre père. Et maintenant, l'interrompit doucement Robert. Je te fais une promesse à toi. Tu as sauvé ma mère. Je ne te laisserai jamais t'inquiéter du loyer ou des études. Considère ça comme du soutien logistique. Béatrice regarda sa mère Nadine, pleurait de joie. Elle regarda l'enveloppe, la toucha du bout des doigts. Grand-mère a toujours voulu un jardin, murmura-t-elle. Maintenant, elle en a un, dit Robert. 6 mois plus tard. Les roses, paix dorées, explosèrent de couleurs. L'air sentait le citron et le miel. Marguerite était dans le jardin. Elle ne courait pas, mais elle marchait lentement, la canne d'argent en main, taillant les rosiers. Elle semblait heureuse. Robert, assis sur la terrasse, l'observait. À côté de lui, se tenait Béatrice, en nouvel uniforme d'école, son sac à dos tout neuf. « Elle se déplace bien aujourd'hui », commenta Béatrice. Son talon gauche traîne un peu. « Laisse-la tranquille, coach. C'est dimanche », rit Robert. « La douleur ne prend pas de dimanche », répondit mécaniquement Béatrice. Robert sourit. Le docteur Évrard avait pris une retraite discrète. L'histoire du gala s'était répandue. Les gens ne voulaient plus du médecin qui abandonnait, ils voulaient celui qui croyait. Nadine sortit sur la terrasse sans uniforme. Elle portait un blazer élégant et tenait une tablette. Robert l'avait nommée intendante du domaine. Elle dirigeait la maison, elle ne la nettoyait plus. « La voiture est prête, Béatrice », dit-elle en souriant. « Tu ne veux pas être en retard pour la foire scientifique ?» Béatrice se leva, hissa son sac. « Je dois y aller. Je présente le système nerveux. »« Tu veux de l'aide pour ton exposé ?» demanda Robert. « Non, » dit Béatrice. « Je sais de quoi je parle. » Elle commença à partir. « Béatrice » l'appela Robert. Elle se retourna. Le soleil accrocha ses cheveux blonds. « Merci » dit Robert. Béatrice hocha la tête, un signe bref et précis. « Faites-la bouger, monsieur. Si on s'arrête, on rouille. » Elle marcha vers la voiture où sa mère l'attendait. Robert les observa s'éloigner. Puis il regarda sa mère debout parmi les rosiers. Il comprit alors que le monde était rempli d'experts, aux diplômes prestigieux, tous capables d'expliquer pourquoi certaines choses étaient impossibles. Mais parfois, quand la nuit est la plus sombre, on n'a pas besoin d'un expert. On n'a pas besoin d'un milliard. On a juste besoin d'une enfant, avec un vieux livre poussiéreux, 2 mains courageuses et une promesse qu'elle refuse de trahir. Robert se leva et descendit les marches pour rejoindre le jardin. « Maman » appela-t-il, « laisse-moi t'aider avec ces roses. » Elle se retourna et sourit. Elle n'avait pas besoin d'aide, mais elle prit son bras quand même. Ils avancèrent ensemble, un pas après l'autre. Et c'est là que nous laissons Robert et Marguerite marchant parmi les roses, rappelant que les experts ne détiennent pas toujours les clés de l'impossible. Chaque fois que je partage une histoire comme celle-ci, mon but est de vous offrir un moment d'espoir, un rappel que parfois, les plus grands miracles viennent des plus petits endroits. J'aimerais savoir ce que vous étiez en train de faire en écoutant. Peut-être que vous marchiez un peu pour éviter de rouiller, ou peut-être que vous vous reposiez après votre propre long combat. Dites-le moi, dans les commentaires, j'aime vraiment tout lire. Si cette histoire vous a touché, un like et un abonnement nous aident énormément. Nous améliorons constamment notre façon de raconter, alors laissez-nous aussi vos avis sincères. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi.